Alors que l'aube se lève au-dessus de la ligne d'horizon de Las Vegas, Randy Howard, un client de l'hôtel MGM Grand, dort encore, récupérant des excès d'une nuit passée à profiter des plaisirs infâmes de la ville. Il est brusquement réveillé par un vacarme à l'extérieur de sa chambre et une chorale de sirènes dans la rue. À son insu, ainsi qu'à celui de presque tous les autres clients, un incendie mortel est en train de ravager l'hôtel. Reprenant ses esprits, il réalise qu'il est piégé dans une situation mortelle. La fumée envahit les couloirs et partout où il essaie de s'échapper, il se heurte à une impasse. Il n'a rien d'autre à faire que de prier pour un miracle. L'incendie du MGM Grand a éclaté à l'improviste le matin du 21 novembre 1980. Il s'est déclaré à un poste de service d'un restaurant du premier étage, The Deli, qui était vide et où les employés arrivaient. Un employé d'un café adjacent a vu des étincelles et de la fumée noire sortir d'un tableau Kino. Cependant, dès qu'elle a couru prévenir ses supérieurs, le mur s'est embrasé. En quelques minutes, l'incendie était hors de contrôle et les lumières du Deli se sont éteintes. La sécurité de l'hôtel a appelé les pompiers à 7h16 du matin. 2 minutes plus tard, le premier camion et une unité de secours sont arrivés de la caserne 11 voisine. Après eux, 3 autres camions, une grande échelle, un fourgon-pompe et une unité de secours sont arrivés, soit un total de 23 pompiers. Lorsque la première unité DU est entrée dans le casino par l'entrée nord, elle n'a constaté aucun signe de panique parmi les clients, qui ne savaient pas ce qui se passait. Puis, à quelques mètres du côté est du casino, une boule de feu est apparue, suivie d'un épais nuage noir provenant de l'entrée du snack. À mesure que le nuage avançait, les pompiers et les clients du casino ont été forcés d'évacuer le bâtiment. En moins d'une minute, les pompiers étaient bons de sortie et couraient vers leur camion, selon l'un d'eux. À ce moment-là, le feu s'était déjà déclaré par l'entrée principale du côté ouest, ce qui signifiait que tout le casino était en flammes. À 7h21, le camion 11 a donné l'alerte générale, ce qui a entraîné l'arrivée de 4 autres camions, d'une grande échelle, d'un chef de bataillon et d'une unité de secours. Malheureusement, l'incendie s'est déclaré si brusquement qu'ils ont rapidement dû lancer une 3e alerte, demandant encore plus d'aide. Les sirènes ont réveillé les clients de l'hôtel. Nombreux étaient ceux qui croyant que l'action se passait dans les bâtiments voisins, car personne ne les avait prévenus que l'hôtel brûlait. Ce n'est que lorsque la fumée a commencé à apparaître qu'ils ont commencé à paniquer. Nous n'avons entendu aucun cri ni bruit, seulement les sirènes des camions de pompiers, que nous pensions destinés à un autre lieu. Il n'y avait pas d'arroseur automatique, juste de la fumée. Il n'y avait tout simplement rien pour alerter qui que ce soit. Le personnel de l'hôtel n'a fait aucun effort pour prévenir, personne ne frappait aux portes. J'ai entendu beaucoup de gens courir dans le couloir et ça ne me semblait pas normal. Alors j'ai ouvert la porte et le couloir était rempli de fumée et je n'étais pas habillée. J'ai attrapé mon manteau, je suis juste partie, j'ai couru, mais je n'allais nulle part. Même si l'incendie faisait rage dans le casino et au premier étage, peu de flammes sont entrées dans la tour de l'hôtel. Cependant, la fumée, elle, l'a fait. D'importantes fumées toxiques se sont propagées par les cages d'escalier, gaines d'ascenseurs, joints sismiques et autres ouvertures du bâtiment. En conséquence, la tour de l'hôtel a agi comme une immense cheminée, transportant la fumée et les émanations toxiques jusqu'aux étages les plus élevés depuis l'extérieur. On a vu de la fumée sortir par les entrées nord et ouest du casino, ainsi que par la cage d'escalier de la tour de l'hôtel. Les pompiers ont tout essayé pour l'éteindre. Malheureusement, l'absence de fenêtres dans le casino a limité le nombre de points d'attaque pour eux. Les 8 camions de pompiers ont aligné leurs tuyaux dans toutes les ouvertures possibles, déversant des tonnes d'eau sur l'incendie. 2 camions à échelle ont été positionnés de chaque côté de l'entrée nord pour secourir les clients qui, en grand nombre, se précipitaient vers leurs fenêtres et leurs balcons. Ils cherchaient de l'air frais alors que la fumée commençait à envahir les couloirs et les chambres de l'hôtel, afin d'attirer l'attention des sauveteurs. Les clients accrochèrent leurs draps aux fenêtres, d'autres nouèrent des draps ensemble pour fabriquer des cordes de fortune. Les pompiers savaient que dans un moment de désespoir, les clients étaient susceptibles de tenter des évasions imprudentes et dictées par l'adrénaline. En fait, il y avait déjà eu un décès, ce qui les poussait encore plus à garder les gens calmes. « Ma mère va vous lire. Restez dans le bâtiment. Ma mère va vous lire. » Cependant, sauver les clients de l'hôtel de 26 étages était difficile puisque les camions à échelle ne pouvaient atteindre que le 9e étage. Par conséquent, des équipes de secours ont dû être envoyées à l'intérieur, reconnaissant l'urgence de la situation. Un pilote d'hélicoptère de la police qui survolait la scène a demandé au centre de répartition d'envoyer tous les hélicoptères disponibles sur les lieux.
À 8h30 du matin, le ciel était animé avec 20 hélicoptères se précipitant sur les lieux. L'armée de l'air des États-Unis est intervenue pour aider en envoyant de gros hélicoptères depuis la base aérienne voisine. Ce qui a suivi fut une opération spectaculaire de sauvetage et de soutien. On estime que 300 personnes ont été évacuées par hélicoptère depuis le toit seulement. Faisant preuve de rapidité d'action et d'une coordination efficace, les hélicoptères de l'armée de l'air ont également effectué des sauvetages audacieux, extrayant 12 personnes des positions précaires de leur balcon. Les hélicoptères étaient également des lignes de vie, transportant du matériel vital sur les lieux. Ils ont livré de nouvelles réserves de bouteilles d'appareils respiratoires autonomes, indispensables pour ceux évoluant en milieu enfumé. Les pompiers et leur équipement ont été héliportés sur le toit de l'hôtel, assurant ainsi une intervention continue sur place, à l'intérieur du bâtiment. Les pompiers équipés d'appareils respiratoires ont fouillé tout l'hôtel à la recherche de personnes ayant besoin d'aide dans les 2100 chambres. C'était une tâche difficile. Outre les litreuillages, ils ont utilisé des échelles, des cordes et tout le matériel adapté pour évacuer les clients. Même un ouvrier du bâtiment qui travaillait sur l'agrandissement de l'immeuble s'est joint au secours. Il a utilisé sa plateforme d'échafaudage pour faire descendre des dizaines de personnes. Une femme tentait de s'échapper, une jambe dehors, prête à sauter par la fenêtre. J'ai décidé qu'elle devait descendre en premier, alors nous l'avons fait passer la première par l'échafaudage. Et je suis remonté 2 fois après ça pour faire descendre encore plus de personnes. Mais c'est là que la fumée m'a eu et j'ai dû partir. La fumée et les émanations toxiques ont atteint un grand nombre d'invités. Beaucoup de ceux qui ont été secourus souffraient de problèmes respiratoires et certains ont été évacués inconscients. Toutes les ambulances disponibles se sont précipitées à l'hôtel MGM, où plusieurs postes de secours ont été installés. Malheureusement, alors que les pompiers se dirigeaient vers les étages supérieurs, il est devenu évident que le nombre de morts serait élevé. Parmi la fumée et le silence, ils ont trouvé des corps éparpillés partout. La propagation rapide de la fumée a piégé de nombreux clients dans un piège mortel. Certains se sont retrouvés piégés dans des cages d'escalier enfumées lorsque les portes se sont refermées automatiquement derrière eux, ironie d'une mesure de sécurité incendie. Essayant désespérément de trouver une issue, ils griffèrent les portes. Les reportages ont ensuite mentionné les empreintes de mains ensanglantées laissées sur les murs. Les clients qui ont ouvert leurs fenêtres pour prendre l'air sont morts à cause de la fumée venant de l'extérieur. De nombreuses victimes sont mortes asphyxiées dans leur sommeil, le système de climatisation ayant diffusé du monoxyde de carbone mortel dans leur chambre à 10h du matin. Les secours ont appelé un prêtre pour administrer les derniers sacrements aux victimes aux étages supérieurs. Plusieurs scènes étaient touchantes, notamment celle du serveur qui venait juste de livrer le petit déjeuner et restait près de son plateau. Et une femme était avec son mari, les bras entrelacés. C'était très triste. Pendant ce temps, en bas dans le casino, les pompiers ont réussi à combattre l'incendie en 75 minutes. Le feu principal était maîtrisé. Cependant, il leur a fallu encore 4h30 pour l'éteindre complètement. Finalement, à 13h, les dernières lances ont été retirées du casino. La recherche des victimes et leur évacuation du bâtiment ont duré jusqu'à 21h. Au final, les secouristes ont retrouvé 85 corps, 78 clients et 7 employés de l'hôtel. De plus, il y a eu 627 blessés, 588 clients, 25 employés et 14 pompiers. Parmi le nombre total de décès, la plupart sont morts d'inhalation de fumée et d'intoxication au monoxyde de carbone. La gravité de la catastrophe a attiré l'attention de toute la nation, mais surtout elle a suscité la colère des gens qui exigeaient qu'on des réponses. Le public et les experts étaient impatients de découvrir comment l'incendie avait même commencé. Pourquoi s'est-il propagé si rapidement ? Était-il possible que l'un des meilleurs hôtels de Las Vegas ne dispose d'aucun système de lutte contre l'incendie pour l'arrêter à la source ? Les employés auraient-ils pu prévenir les clients de l'incendie et leur laisser assez de temps pour fuir ? Les enquêteurs voulaient vraiment des réponses. Leur découverte allait révéler le côté sombre du glamour de Las Vegas. L'enquête sur les causes a commencé le jour même, dès que l'incendie a été maîtrisé au premier étage. Les témoignages indiquèrent clairement que cela venait de la sandwicherie. C'est donc là que les enquêteurs ont cherché des indices. Ils ont révélé que l'incendie avait commencé à cause d'un défaut électrique dans une prise murale. Mais quelle en était la cause sous-jacente ? Bien que plus de 120 millions de dollars aient été investis, les propriétaires ont économisé lors de la construction de l'établissement. En effet, une vitrine réfrigérée à pâtisserie a été ajoutée au restaurant de l'hôtel après son ouverture initiale.
La vitrine réfrigérée était connectée à une unité de refroidissement externe via des tuyaux en cuivre traversant un soffit mural. Les vibrations de la vitrine réfrigérée ont fait frotter les tuyaux en cuivre contre les conduits électriques, causant des dommages avec le temps. De plus, une mauvaise installation a créé des bords tranchants, endommageant l'isolation du câble électrique. Les câbles alors dénudés devenaient rouge vif et produisaient des arcs électriques. Le matin du sinistre, le feu a couvé pendant des heures avant de finalement se déclarer. L'incendie s'est propagé rapidement en raison du mobilier et des finitions intérieures hautement inflammables du casino. Le matériel de jeu, les plafonds en plastique miroir et le mobilier ont alimenté les flammes et créé la fumée toxique. Une fois que le feu a englouti le casino, il a provoqué la chute du plafond suspendu, révélant des ouvertures verticales non protégées qui ont permis aux fumées de s'élever. La tour de l'hôtel aurait pu être évitée si les propriétaires de l'hôtel avaient installé des sprinklers et une alarme incendie. Lorsque l'hôtel MGM Grand a été construit à la fin des années 1960, il respectait les codes d'incendie qui exigeaient des sprinklers uniquement dans des zones désignées. Le délit où l'incendie a commencé était à l'origine occupé 24 heures sur 24 et ne disposait pas de système de sprinkler parce que les employés pouvaient en repérer tout départ de feu immédiatement. Finalement, la décision a été prise de fermer le restaurant pendant la nuit, mais aucun sprinkler n'a été ajouté. Lorsque les codes ont été mis à jour en 1978, l'hôtel n'a pas non plus été obligé de moderniser ses systèmes. Il y avait un système d'alarme incendie, mais il était obsolète et a été désactivé par l'incendie avant de pouvoir être déclenché. 8 ans avant la catastrophe, en 1972, le service d'incendie du comté de Clark avait suggéré d'installer le système anti-incendie. Mais les propriétaires ont rejeté la proposition. En raison du coût, ils ont refusé de payer le prix de 192 000 $, soit 0,16% de l'investissement total du projet. Nous avons poursuivi et fait des recommandations, que ce soit verbalement, avec ces architectes assis à la table avec nous, ou encore, n'est-ce pas? Pourquoi pensez-vous que l'hôtel n'a pas changé? Je n'en ai aucune idée. Le public était furieux de cette révélation, mais la direction de l'hôtel a simplement nié qu'une telle proposition ait jamais été faite. Pourquoi cela n'a-t-il pas été fait? Je n'ai jamais entendu parler de la demande de Diaz. Puisque les systèmes de protection contre l'incendie n'étaient exigés que pour les nouveaux bâtiments à Las Vegas, la direction du MGM n'avait pas à s'y conformer. En réponse à la tragédie, le gouverneur du Nevada a mis en place une commission spéciale de sécurité incendie. En 1981, l'État a adopté une loi obligeant les hôtels, motels, immeubles de bureaux et appartements existants de plus de 55 pieds de hauteur à installer des systèmes de gicleurs automatiques dans un délai de 3 ans. Les hôtels et autres bâtiments recevant du public seraient désormais tenus d'avoir un système de communication vocale, des systèmes d'évacuation, des détecteurs de fumée dans toutes les chambres et des arrêts automatiques sur les systèmes CVC pour empêcher la propagation de la fumée en cas d'incendie. Ainsi, le Nevada est devenu un leader en réglementation de la sécurité incendie. Le MGM Grand Hotel a dépensé 50 millions de $ pour réparer les dégâts causés par l'incendie lors de sa réouverture en juillet 1981. Il disposait d'un système de prévention des incendies ultramoderne, contrôlé par ordinateur, surveillant 1300 emplacements dans l'hôtel. De plus, la direction du MGM Grand Hotel a également fait face à plus de 1350 poursuites, réclamant plus de 2 milliards de $, ainsi qu'à 80 fabricants et fournisseurs. Au final, MGM a conclu un accord pour un total de 223 millions de $ de dommages et intérêts, mais ils n'ont jamais reconnu la moindre négligence. Il n'y a eu aucune poursuite pénale contre les responsables de l'application des codes du bâtiment, la direction de l'hôtel ou ceux qui l'ont construit. Après la réouverture, le spectacle a continué. Le souvenir de l'enfer de Las Vegas ne subsiste que dans la mémoire de ceux qui y ont survécu. Regardez cet épisode ensuite. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, merci d'ajouter un like et de laisser un commentaire si vous souhaitez soutenir la chaîne.